Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, et j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez cliqué par curiosité sur cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, j'ai 39 ans, je m'intéresse un peu à la culture, quelle qu'elle soit, et à l'art en général, aux jeux de société, à la musique, etc. Et eh bien, il y a quelques mois, j'ai découvert, en fait, grâce à des achats un peu compulsifs, je dirais, en librairie, eh bien, une série chez Folio, donc ça doit être Gallimard, je ne sais plus exactement, ouais, Folio Sagesse, en fait. Il y a environ 80 ouvrages en ce moment qui sont sortis. Alors, soit ce sont des œuvres complètes, soit elles sont pas vraiment complètes, c'est des extraits d'œuvres et qui vous donnent une porte d'entrée, je dirais, un intérêt vers euh, quelqu'un qui fait des choses autour de la sagesse. Ça peut être de la philosophie, de la religion, voilà, quelque chose d'assez réfléchi. Et je sens que, étant épuisé un peu dans ma vie, j'ai besoin de ça en ce moment, d'essayer de me ressourcer avec voilà, des choses qui sont relativement bénéfiques. Je tiens à m'excuser, on s'excuse pas soi-même, mais je vous présente des excuses vis-à-vis de bruits d'oiseaux que vous allez entendre, puisque c'est indépendant de ma volonté de les laisser. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'en prendre un parmi ceux que j'ai achetés en avance. Je ne connais pas en fait l'auteur que je vous présente là, je suis juste allé le googliser rapidement. Je me suis aperçu que c'était un écrivain poète qui était considéré comme philosophe en son époque, c'est-à-dire à la fin du 19e, et un naturaliste aussi. Donc il est américain, de l'Est, je crois qu'il était du Massachusetts, quelque chose comme ça. Si je me rappelle de sa fiche Wikipédia, il a dû naître, oui, à Concord peut-être, dans le Massachusetts. Et aujourd'hui, on va commencer une série de plusieurs petites vidéos. Je vais faire juste c'est pas un dossier, mais je vais, comme c'est une œuvre qui est tombée dans le domaine public, je vais me permettre. Il nous a quittés depuis déjà plus d'un siècle, donc on va lui rendre hommage. On va lire un des extraits en fait je crois que c'est Walden. Il a fait plusieurs ouvrages, hein. Peut-être qu'ils nous seront dit à l'intérieur. Le but du jeu là, c'est que vous puissiez utiliser cette vidéo comme peut-être, je sais pas, si vous n'avez pas envie de lire. Moi, je sais que des fois, ça me fatigue de lire. Je sais qu'il y a des applications payantes aujourd'hui comme Audible, etc. Bah, moi, j'ai envie de jouer un peu ce rôle-là aujourd'hui, c'est-à-dire de vous proposer cette œuvre-là que je vous inviterai à aller vous procurer. Elle coûte 3,50 €, hein, c'est pas grand-chose chez Folio. Sagesse si ça vous a plu, et puis vous verrez qu'il y en aura sûrement plein d'autres qui vous plairont. Mais voilà, il y a quelques mois, vers juin-juillet, je me suis trouvé un peu, je vais pas dire anxieux, mais enfin je suis toujours anxieux, mais disons que j'avais lu un certain nombre de ces petits livres, hein, ils sont tout fins, et je me suis dit, mais c'est dommage, en fait, j'ai appris plein de choses, ou en tout cas, si j'ai pas appris, ça m'a fait voyager, voilà, ça m'a permis de penser autrement, l'espace d'un instant, de sortir de mes problèmes, et c'est trop égocentrique que de garder ça pour soi, et bah, si j'avais pu partager ce moment-là avec des gens, notamment avec vous, bah, ça aurait peut-être été sympa. Donc eh ben, je vous propose, alors je crois qu'il y a 6 chapitres, donc ce sont des morceaux choisis de Walden ou La vie dans les bois, collection L'Imaginaire, numéro 239, édition Gallimard, pour ceux qui veulent la référence. Là on est donc sur une édition Gallimard Folio Sagesse, éditée en 2017, pour cette présente édition, et traduit de l'anglais par Louis Fabulet, de la simplicité, donc de Henry David Thoreau. Oui, c'est ça, Henry David Thoreau. Donc Thoreau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va commencer avec la toute petite page ici, et ensuite on va lire de la simplicité, qui va commencer avec son chapitre, j'ai vu que c'était en plusieurs chapitres, économie. Donc c'est le plus gros. Là, vous allez avoir le plus gros chapitre. J'espère que je ne vais pas trop buter, parce que je ne suis pas un grand lecteur, vous m'excuserez, mais au moins ça vous permettra, voilà, en fermant les yeux, de connaître l'ouvrage un petit peu. Je vous mâche un peu le travail. Et puis plus tard, sur les autres vidéos, si je me suis pas trop craqué et que je juge que le résultat est à peu près satisfaisant, eh bien on mettra où je vécu et ce pourquoi je vécu. Et puis les autres chapitres, il y a ensuite quoi? Lecture. Ensuite, il y a bruit, solitude, bruit au pluriel, solitude, le printemps, conclusion. Et voilà. Et ça finit par une conclusion assez longue. Donc on fera un chapitre de tout ça. On en a pour une trentaine de pages déjà pour la première partie que je vous fais l'honneur d'écouter aujourd'hui. Donc de la page 11 à 38 à peu près. Ouais, c'est ça. Une vingtaine de pages, quoi. Et après, ben, dans les folios sagesse, tout à la fin, vous avez la liste en 2017 de ce qui était déjà paru, mais il y en a tous les mois, quasiment. Là, il y avait Épictète, Fénelon, Mendy,
Voltaire, Cicéron, Lao Tzu, qui est un de mes préférés, le Tao Te Ching, Marc Aurèle, Montaigne, Léonard de Vinci, Maître Eckhart, Gandhi, François de la Rochefoucauld, etc., etc. Il y en a une collection, mais laisse tomber. Donc on va découvrir un peu tout ça. Et avant de commencer, je voulais un quatrième de couverture que j'ai trouvé assez sympa. Tournant le dos à la civilisation, argent, travail, réussite sociale, Thoreau s'installe seul près de l'étang de Walden. Il livre alors une réflexion à rebours de l'opinion commune, se contenter du strict nécessaire et prendre le temps de profiter de la vie et de la beauté de la nature. Et là, je cite, « Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. » Voilà. C'est assez beau. Hein. Donc c'est parti, on va déjà lire le préambule, et puis on verra, je vais découvrir en même temps que vous. On verra, on fera peut-être une conclusion après sa conclusion, si j'ai réussi à faire cette série de vidéos, que ça s'est bien passé, pour vous dire ce que j'en ai tiré finalement, et puis vous me direz hein, si vous avez envie. Donc, né le 12 juillet 1817 dans le Massachusetts, Henry David Thoreau est le fils d'un marchand de crayons et le petit-fils d'un corsaire normand. Grâce à une bourse de la paroisse, il étudie à Harvard, dont il sort diplômé en 1837, puis revient dans sa ville natale de Concord comme maître d'école. Il est renvoyé ou démissionne au bout d'une semaine pour avoir refusé d'appliquer des châtiments corporels. Il se lie d'amitié avec Nathaniel Hawthorne et Ralph Waldo Emerson, qui l'initie au transcendantalisme, un mouvement littéraire, spirituel, culturel et religieux qui repose sur l'essence spirituelle et mentale de l'être, indépendante et non altérée par l'expérience des sensations. Après avoir été pendant quelques mois le précepteur des neveux d'Emerson, il rejoint l'entreprise familiale de crayons. En 1845, à la recherche de solitude pour écrire, il s'installe à 28 ans dans une cabane de pin qu'il a lui-même construite au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Son expérience de la solitude durera plus de 2 ans et lui inspirera Walden ou La vie dans les bois, qui paraît en 1854 et rencontre un grand succès. À la même époque, il aide des esclaves noirs à s'enfuir au Canada et soutient avec ferveur les idées abolitionnistes. Dès 1849, dans un texte intitulé « La désobéissance civile », il proclame son hostilité au gouvernement américain qui accepte l'esclavage et mène une guerre de conquête au Mexique. Des années plus tard, Gandhi et Martin Luther King s'en réclameront. Après une vie partagée entre écriture, vagabondage et l'entreprise familiale, il meurt de la tuberculose le 6 mai 1862 en pleine guerre de sécession. Il est aujourd'hui enterré à Concord. Outre Walden, considéré dans le monde entier comme un classique de la littérature américaine, Thoreau laisse plusieurs textes et un journal, document exceptionnel sur les États-Unis du XIXe siècle, publié après sa mort. Donc lisez ou relisez les livres Henry David Thoreau, parus aux éditions Gallimard, Je vivais seul dans les bois, folio numéro 47-45, Walden ou la vie dans les bois, l'imaginaire numéro 239, ou Les citations écologiques avant l'heure, folio entre guillemets numéro 21. Pour en savoir plus sur Henry David Thoreau, Marie Bourtoumieux et Laura L. Mackie, Henry David Thoreau, folio biographie numéro 115. Voilà. Donc je ne fais pas de commentaires, c'est le but du truc, je vous fournis juste voilà, tout ce qu'il faut pour que vous ayez la lecture comme moi je l'ai et que je la découvre. De la simplicité. Point d'exclamation. Économie. Quand j'écrivis les pages suivantes, ou plutôt en écrivis le principal, je vivais seul, dans les bois, à 1 mille de tout voisinage, en une maison que j'avais bâtie moi-même au bord de l'étang de Walden à Concord, Massachusetts, et je ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitais là 2 ans et 2 mois. À présent, me voici pour une fois encore de passage dans le monde civilisé. Je n'imposerai pas de la sorte mes affaires à l'intention du lecteur si mon genre de vie n'avait été, de la part de mes concitoyens, l'objet d'enquêtes fort minutieuses, que d'aucuns diraient impertinentes, mais que, loin de prendre pour telles, je juge, vu les circonstances très naturelles et tout aussi pertinentes. Les uns ont demandé ce que j'avais à manger, si je ne me sentais pas solitaire, si je n'avais pas peur, etc., etc. D'autres se sont montrés curieux d'apprendre quelle part de mon revenu je consacrais aux œuvres charitables, et certains, chargés de famille, combien d'enfants pauvres je soutenais. Je prierai donc ceux de mes lecteurs, qui ne s'intéressent point à moi particulièrement, de me pardonner si j'entreprends de répondre dans ce livre à quelques-unes de ces questions. En la plupart des livres, il est fait omission du je ou première personne. En celui-ci, le « je » se verra retenu, c'est, au regard de l'égotisme,
tout ce qui fait la différence. Nous oublions ordinairement qu'en somme, c'est toujours la première personne qui parle. Je ne m'étendrai pas tant sur moi-même s'il était quelqu'un d'autre que je connusse aussi bien. Malheureusement, je me vois réduit à ce thème par la pauvreté de mon savoir. Qui plus est, pour ma part, je revendique de tout écrivain, tôt ou tard, le récit simple et sincère de sa propre vie, et non pas simplement ce qu'il a entendu raconter de la vie des autres hommes. Tel récit que, par exemple, il enverrait aux siens d'un pays lointain, car s'il a mené une vie sincère, ce doit, selon moi, avoir été en un pays lointain. Peut-être ces pages s'adressent-elles plus particulièrement aux étudiants pauvres. Quant au reste de mes lecteurs, ils en prendront telle part qui leur revient. J'espère que nul, en passant l'habit, n'en fera craquer les coutures, car il se peut prouver d'un bon usage pour celui auquel il ira. Ce que je voudrais bien dire, c'est quelque chose sur votre condition, surtout votre condition apparente ou l'état de vos affaires en ce monde, en cette ville, quelle que soit cette condition, s'il est nécessaire qu'elle soit si fâcheuse, si l'on ne pourrait, oui ou non, l'améliorer. J'ai pas mal voyagé dans Concorde et partout, dans les boutiques, les bureaux, les champs, il m'a semblé que les habitants faisaient pénitence de mille étranges façons. Ce que j'ai entendu raconter des bramines assis exposés au feu de 4 foyers et regardant le soleil en face, ou suspendus la tête en bas au-dessus des flammes, ou regardant au ciel par-dessus l'épaule, jusqu'à ce qu'il leur devienne impossible de reprendre leur position normale, alors qu'en raison de la torsion du cou, il ne peut leur passer que des liquides dans l'estomac. Ou habitant, enchaînés pour leur vie, au pied d'un arbre, ou mesurant de leur corps à la façon des chenilles, l'étendue de vastes empires, ou se tenant sur une jambe au sommet d'un pilier, ces formes elles-mêmes de pénitence consciente ne sont guère plus incroyables et plus étonnantes que les scènes auxquelles j'assiste chaque jour. Les 12 travaux d'Hercule étaient vétiles et en comparaison de ceux que mes voisins ont entrepris, car ils ne furent qu'au nombre de 12, eux eurent une fin, alors que jamais je ne me suis aperçu que ces gens-ci avaient égorgé ou capturé un monstre, plus que mis fin à un travail quelconque. Ils n'ont pas d'amis, Iolas, pour brûler avec un fer rouge la tête de l'hydre à la racine, et à peine est une tête écrasée qu'en voilà 2 surgir. Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, dont c'est le malheur d'avoir hérité de fermes, maisons, granges, bétail et matériel agricole, attendu qu'on acquiert des choses plus facilement qu'on ne se débarrasse. Mieux tu valut, pour eux, naître en plein herbage, ou se trouver allaité par une louve, afin d'embrasser d'un œil plus clair le champ dans lequel ils étaient appelés à travailler. Qui donc les a fait serre du sol? Pourquoi leur faudrait-il manger leurs 60 acres, quand l'homme est condamné à ne manger que son picotin d'ordures? Pourquoi à peine ont-ils vu le jour, devraient-ils se mettre à creuser leur tombe? Ils ont à mener une vie d'homme, en poussant toutes ces choses devant eux, et avancent comme ils peuvent. Combien ai-je rencontré de pauvres âmes immortelles, bien près d'être écrasées et étouffées sous leur fardeau, qui se traînaient le long de la route de la vie en poussant devant elles une grange de 75 pieds sur 40, leurs écuries d'Augia, jamais nettoyées, et sans acres de terre, labour, prairies, herbage et parties de bois? Les sans-dos, qui luttent à l'abri de pareils héritages, comme de leurs inutiles charges, trouvent bien assez de travail à dompter et cultiver quelques pieds cubes de chair. Mais les hommes se trompent. Le meilleur de l'homme ne tarde pas à passer dans le sol en qualité d'engrais. Suivant un apparent destin communément appelé nécessité, il s'emploie, comme il est dit dans un vieux livre, à amasser des trésors que les vers de la rouille gâteront et que les larrons perceront et déroberont. Évangile selon saint Matthieu 6, 19. Vie d'insensés, ils s'en apercevront en arrivant au bout, sinon auparavant. On prétend que c'est en jetant des pierres par-dessus leur tête que Deucalion et Pyrrha créèrent les hommes. Inde genus durum sumus experiensque laborum et documenta damus qua simus origine nati. Ou comme Raleigh le rime à sa manière sonore, From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care, approving that our bodies of a stony nature are, d'où la race au cœur dur, s'ouvre en peine et soucis, preuve que de la pierre nos corps ont une nature, Ovide. Tel est le fruit d'un aveugle obéissant à un oracle qui bafouille, jetant les pierres par-dessus leur tête derrière eux, et sans voir où elles tomberaient. En général, les hommes, même en ce pays relativement libre,
sont tout simplement, par suite d'ignorance et d'erreur, si bien pris par les soucis factices et les travaux inutilement rudes de la vie, que ces fruits plus beaux ne savent être cueillis par eux. Ils ont pour cela, à cause d'un labeur excessif, les doigts trop gourds et trop tremblants. Et il faut bien le dire, l'homme laborieux n'a pas le loisir qui convient à une véritable intégrité de chaque jour. Il ne saurait suffire au maintien des plus nobles relations d'homme à homme. Son travail en subirait une dépréciation sur le marché. Il n'a le temps d'être rien d'autre qu'une machine. Comment saurait se bien rappeler son innocence, chose que son développement réclame, celui qui a si souvent à employer son savoir? Ce serait pour nous un devoir, parfois, de le nourrir et de l'habiller gratuitement, et de le ranimer à l'aide de nos cordiaux avant d'en juger. Les plus belles qualités de notre nature, comme les fleurs et les fruits, ne se conservent qu'à la faveur du plus délicat toucher. Encore, n'usons-nous guère à l'égard de nous-mêmes plus qu'un regard, les uns des autres, de si tendre traitement. Certains d'entre vous, nous le savons tous, sont pauvres, trouvent la vie dure, ouvrent parfois, pour ainsi dire, la bouche pour respirer. Je ne doute pas que certains d'entre vous qui lisez ce livre, sont incapables de payer tous les dîners qu'ils ont bel et bien mangés, ou les habits et les souliers qui ne tarderont pas à être usés, s'ils ne le sont pas déjà, et que c'est pour dissiper un temps emprunté ou volé que les voici arrivés à cette page, frustrant d'une heure leurs créanciers. Que basse et rampante, il faut bien le dire, la vie que mènent beaucoup d'entre vous, car l'expérience m'a aiguisé la vue. Toujours sur les limites, tâchant d'entrer dans une affaire et tâchant d'en sortir de dettes, bourbiers qui ne datent pas d'hier, appelés par les latins aes alienum, airain d'autrui, attendu que certains de leurs monnaies étaient d'airain, encore que vivants et mourants et enterrés grâce à cet airain d'autrui, toujours promettant de payer demain, et mourant aujourd'hui insolvable, cherchant à se concilier la faveur, à obtenir la pratique de combien de façons, à part les délits punis de prison, mentant, flattant, votant, se rétrécissant dans une coquille de noix de civilité, ou se dilatant dans une atmosphère de légère et vaporeuse générosité, en vue de décider leurs voisins à leur laisser fabriquer ses souliers, son chapeau, son habit, sa voiture, ou importer pour lui son épicerie, se rendant malade pour mettre de côté quelque chose en prévision d'un jour de maladie, quelque chose qui ira s'engloutir dans le ventre de quelques vieux coffres, ou dans quelques bas de laine derrière la maçonnerie, ou, plus en sûreté, dans la banque de briques et de moellons, n'importe où, n'importe quelle grosse ou quelle petite somme. L'existence que mènent généralement les hommes en est une de tranquille désespoir. Ce que l'on appelle résignation n'est autre chose que du désespoir confirmé. De la cité désespérée vous passez dans la campagne désespérée, et c'est avec le courage du vison et du rat musqué qu'il vous faut vous consoler. Il n'est pas jusqu'à ce qu'on appelle les jeux et divertissements de l'espèce humaine, qui ne recouvrent un désespoir stéréotypé, quoique inconscient. Nul plaisir en eux, car celui-ci vient après le travail. Mais c'est un signe de sagesse que de ne pas faire de choses désespérées. Si l'on considère ce qui, pour employer les termes du catéchisme, est la fin principale de l'homme, et ce que sont les véritables besoins et moyens de l'existence, il semble que ce soit de préférence à tout autre que les hommes, après mûre réflexion, aient choisi leur mode ordinaire de vivre. Toutefois, ils croient honnêtement que nul choix ne leur est laissé. Mais les natures alertes et saines ne perdent pas de vue que le soleil s'est levé clair. Il n'est jamais trop tard pour renoncer à nos préjugés. Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion, que d'aucuns avaient prise pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, l'essayant vous apercevez que vous le pouvez fort bien. Aux vieilles gens les vieux gestes, aux nouveaux venus les gestes nouveaux. Les vieilles gens ne savaient peut-être pas suffisamment, jadis, aller chercher du combustible pour faire marcher le feu. Les nouveaux venus mettent un peu de bois sec sous un pot et les voilà emportés autour d'un globe avec la vitesse des oiseaux, de façon à tuer les vieilles gens, comme on dit. L'âge n'est pas mieux qualifié. À peine l'est-il autant pour donner des leçons que la jeunesse. Car il n'a pas autant profité qu'il a perdu. On peut à la rigueur se demander si l'homme le plus sage a appris quelque chose de réelle valeur au cours de sa vie. Pratiquement, les vieux n'ont pas de conseils importants à donner aux jeunes, tant a été partiale leur propre existence.
tant leur existence a été une triste erreur pour de particuliers motifs suivant ce qu'ils doivent croire, et il se peut qu'il leur soit resté quelquefois capable de démentir cette expérience. Seulement, ils sont moins jeunes qu'ils l'étaient. Voilà une trentaine d'années que j'habite cette planète, et je dois encore entendre de la bouche de mes aînés le premier mot de conseil précieux, sinon sérieux. Ils ne m'ont rien dit, et probablement ne peuvent rien me dire à propos. Ici, la vie, champ d'expérience de grande étendue inexploité par moi, mais il ne me sert à rien qu'il l'ait exploré. Si j'ai fait quelques découvertes que je juge de valeur, je suis sûr, à la réflexion, que mes mentors ne m'en ont soufflé mot. Il semble à d'aucuns que le territoire de la vie humaine ait été un entier parcours par leurs prédécesseurs, monts et veaux tous ensemble, et qu'il n'est rien à quoi l'on ait pris garde. Suivant Evelyn, je cite, « Le sage Salomon prescrivait des ordonnances relatives même à la distance des arbres, et les prêteurs romains ont déterminé le nombre de fois qu'il est permis, sans violation de la propriété, d'aller sur la terre de son voisin ramasser des glands qui y tombent, ainsi que la part qui revient à ce voisin. » Fin de citation. Hippocrate a été jusqu'à laisser des instructions sur la façon dont nous devrions nous couper les ongles, c'est-à-dire au niveau des doigts, ni plus courts ni plus longs. Nul doute que la lassitude et l'ennui même, qui se flattent d'avoir épuisé toutes les ressources et les joies de la vie, ne soient aussi vieux qu'Adam. Mais on n'a jamais pris les mesures de la capacité de l'homme, et on ne saurait, suivant nul précédent, juger de ce qu'il peut faire, si peu on a tenté. Quels n'étaient été jusqu'ici des insuccès, je cite, « Ne pleure pas, mon enfant, car où donc celui qui te désignera la partie restée inachevée de ton œuvre ?» Fin de citation. Il est 1000 simples témoignages par lesquels nous pouvons juger nos existences, comme par exemple que le soleil qui mûrit mes abricots illumine en même temps tout un système de terre comme la nôtre. M'en fussé-je souvenu que cela m'eût évité quelques erreurs. Ce n'est pas le jour sous lequel je les ai sarclés. Les étoiles, dont les sommets, de quels merveilleux triangles, quels êtres distants et différents dans les demeures variées de l'univers contemplent la même au même moment. La nature et la vie humaine sont aussi variées que nos divers tempéraments. Que dira l'aspect sous lequel se présente la vie à autrui? Pourrait-il se produire miracle plus grand que pour nous que de regarder un instant par les yeux les uns des autres? Nous vivrions dans tous les âges du monde sur l'heure. Que dis-je? Dans tous les mondes des âges. Histoire, poésie, mythologie. Je ne sache pas de leçon de l'expérience d'autrui aussi frappante et aussi profitable que le serait celle-là. Ce que mes voisins appellent bien, je le crois en mon âme, pour la majeure partie être mal, et si je me reprends de quelque chose, ce doit fort vraisemblablement être de ma bonne conduite. Quel démon m'a possédé pour que je me sois si bien conduit? Vous pouvez dire la chose la plus sage que vous pouvez, vieillard, vous qui avez vécu 70 années, non sans honneur d'une sorte, j'entends une voix irrésistible m'attirer loin de tout cela. Une génération abandonne les entreprises d'une autre comme des vaisseaux échoués. Je crois que nous pouvons sans danger nous bercer de confiance un tantinet plus que nous ne faisons. Nous pouvons nous départir de notre égard de tout autant de soucis que nous en dispensons honnêtement ailleurs. La nature est aussi bien adaptée à notre faiblesse qu'à notre force. L'anxiété et la tension continue de certains sont à bien peu de choses près une forme incurable de maladie. On nous porte à exagérer l'importance de ce que nous faisons de travail. Et cependant, qu'il en est de non fait par nous. Les entretiens de Confucius, numéro 1733. Où que serait-ce si nous étions tombés malades, que, vigilants, nous sommes, déterminés à ne pas vivre par la foi si nous pouvons l'éviter, tout le jour sur le qui-vive, le soir nous disons nos prières de mauvaise grâce et nous confions aux éventualités. Ainsi, bel et bien, sommes-nous contraints de vivre, vénérant notre vie et niant la possibilité de changement. C'est le seul moyen, déclarons-nous, mais il est autant de moyens qu'il se peut tirer de rayons d'un centre. Tout changement est un miracle à contempler, mais c'est un miracle renouvelé à tout instant. Confucius disait « Savoir que nous savons ce que nous savons
et que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, en cela le vrai savoir. Les entretiens de Confucius. Lorsque l'homme aura réduit un fait de l'imagination à être un fait pour sa compréhension, j'augure que tous les hommes établiront enfin leur existence sur cette base. Examinons un moment ce qu'en grande partie peuvent bien être le trouble et l'anxiété dont j'ai parlé, et jusqu'où il est nécessaire que nous nous montrions troublés, ou tout au moins soucieux. Il ne serait pas sans avantage de mener une vie primitive et de frontières, quoique au milieu d'une civilisation apparente, quand ce ne serait que pour apprendre en quoi consiste le grossier nécessaire de la vie, à quelle méthode on a employé pour se le procurer. Sinon de jeter un coup d'œil sur les vieux livres de contes des marchands, afin de voir ce que c'était que les hommes achetaient le plus communément dans les boutiques, ce dont ils faisaient provision, c'est-à-dire ce qu'on entend par les plus grossières épiceries. Car les améliorations apportées par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme, de même que nos squelettes, probablement, n'ont pas à se voir distingués de ceux de nos ancêtres. Par les mots « nécessaires à la vie », j'entends tout ce qui, fruit des efforts de l'homme, a été dès le début, ou est devenu par l'effet d'une longue habitude si important à la vie humaine qu'il se trouvera peu de gens, s'il se trouve quiconque, pour tenter jamais de s'en passer, que ce soit à cause de vie sauvage, de pauvreté ou de philosophie. Pour maintes créatures, il n'existe en ce sens qu'un seul nécessaire de la vie, le vivre. Pour le bison de la prairie, cela consiste en quelques pousses d'herbe tendre, avec de l'eau à boire, à moins qu'il ne recherche le couvert de la forêt ou l'ombre de la montagne. Nul représentant de la gente animale ne requiert plus que de vivre que le vivre et le couvert. Les nécessités de la vie pour l'homme en ce climat peuvent assez exactement se répartir sous les différentes rubriques de vivre, couvert, vêtements et combustible. Car il faut apprendre que nous les soyons assurés pour aborder les vrais problèmes de la vie avec liberté et espoir de succès. L'homme a inventé non seulement les maisons, mais les vêtements, mais les aliments cuits, et il se peut que la découverte accidentelle de la chaleur produite par le feu et de l'usage qui en est la conséquence, luxe pour commencer, naquit la présente nécessité de s'asseoir près de lui. Nous voyons les chats et les chiens acquérir la même seconde nature. Grâce à un couvert et à un vêtement convenable, nous retenons légitimement notre chaleur interne. Mais avec un excès de cela, ou de combustible, c'est-à-dire avec une chaleur externe plus grande que notre chaleur interne, ne peut-on dire que commence proprement la cuisine ? Darwin, le naturaliste, raconte à propos des habitants de la Terre de Feu que dans le temps où ses propres compagnons, tous bien vêtus et assis près d'une flamme, étaient loin d'avoir trop chaud, on remarquait, à sa grande surprise, que ces sauvages nus, qui se tenaient à l'écart, je cite, « ruisselaient de sueur pour se voir de la sorte rôtis ». Fin de citation. De même, nous dit-on, le néo-hollandais vu impunément nu, alors que l'Européen grelotte dans ses vêtements. Est-il impossible d'unir la vigueur de ces sauvages à l'intellectualité de l'homme civilisé ? Suivant Leibig, le corps de l'homme est un fourneau, et les vivres l'aliment qui entretiennent la combustion dans les poumons. En temps froid, nous mangeons davantage, et moins en temps chaud. La chaleur animale est le résultat d'une combustion lente. Est-elle trop rapide que se produisent la maladie et la mort ? Soit par défaut d'aliments, soit par vice de tirage, le feu s'éteint. Il va sans dire que la chaleur vitale n'a pas à se voir confondue avec le feu, mais trêve d'analogie. Il apparaît donc, d'après le tableau qui précède, que l'expression vie animale est presque synonyme de l'expression chaleur animale. Car, tandis que le vivre peut être considéré comme le combustible qui entretient le feu en nous, et le combustible ne sert qu'à préparer ce vivre ou à accroître la chaleur de nos corps par addition venue du dehors, le couvert est aussi le vêtement, et aussi le vêtement ne peuvent qu'à retenir la chaleur ainsi engendrée et absorbée. La grande nécessité donc pour nos corps est de se tenir chaud, de retenir en nous la chaleur vitale, que de peine en conséquence nous prenons à propre non seulement de notre vivre et vêtements et couverts, mais de nos lits, lesquels sont nos vêtements de nuit, dépouillant nid et estomac d'oiseaux pour préparer ce couvert à l'intérieur d'un couvert, comme la taupe à son lit d'herbe et de feuilles au fond de son terrier. Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde
en est un bien froid, et au froid non moins physique que social, rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. L'été, sous certains climats, rend possible à l'homme une sorte de vie paradisiaque. Le combustible, sauf pour cuire son vivre, lui devient alors inutile, le soleil et son feu, et beaucoup parmi les fruits se trouvent suffisamment cuits par ces rayons, tandis que le vivre, en général, plus varié, se procure plus aisément, et que le vêtement ainsi que le couvert perdent totalement ou presque leur utilité. Au temps présent, et en ce pays, si j'en crois ma propre expérience, quelques ustensiles, un couteau, une hache, une bêche, une brouette, etc., et pour les gens studieux, lampes, papeterie, accès à quelques bouquins, se rangent immédiatement après le nécessaire, comme ils se procurent tous à un prix dérisoire, ce qui n'empêche d'aucun, non des plus sages, d'aller de l'autre côté du globe, dans des régions barbares et malsaines, se consacrer des 10 ou 20 années où commence en vue de pouvoir vivre, c'est-à-dire se tenir confortablement chaud, et en fin de compte mourir dans la Nouvelle-Angleterre. Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chaud, mais s'entourent d'une chaleur contre nature. Comme je l'ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode. Le luxe en général et beaucoup du soi-disant bien-être, non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être, les sages ont de tout temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Les anciens philosophes chinois, hindous, persans et grecs représentent une classe que pas une n'égala en pauvreté pour ce qui est des richesses extérieures, ni en richesse pour ce qui est des richesses intérieures. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Il est étonnant que nous sachions d'eux autant que nous faisons. La même remarque peut s'appliquer aux réformateurs et bienfaiteurs plus modernes de leur race. Nul ne peut se dire impartial ou imprudent observateur de la vie humaine qui ne se place sur le terrain avantageux de ce que nous appelons la pauvreté volontaire. D'une vie de luxe, le fruit est luxure, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. Encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Le succès des grands savants et penseurs en général est un succès de courtisans, ni royal ni viril. Ils s'accommodent de vivre tout bonnement selon la règle commune, presque comme faisaient leurs pères, et ne se montrent en nul sens les procréateurs d'une plus noble race d'hommes. Lorsqu'un homme est chauffé, suivant les différents modes que j'ai décrits, que lui faut-il ensuite? Assurément nul surcroît de chaleur du même genre, ni nourriture plus abondante et plus riche, maison plus spacieuse et plus splendide, vêtements plus beaux et en plus grand nombre, feux plus nombreux, plus continu et plus chaud, et le reste. Une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, s'offre une autre alternative que de se procurer des superfluités. Et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie, ses vacances, loin d'un travail plus humble ayant commencé. Je n'entends pas prescrire de règles aux natures fortes et vaillantes, lesquelles veilleront à leurs propres affaires, tant au ciel qu'en enfer, et peut-être bâtiront avec plus de magnificence et dépenseront avec plus de prodigalité que les plus riches sans jamais s'appauvrir, ne sachant comment elles vivent. S'il en est, à vrai dire, tel qu'on en a rêvé, plus qu'à ceux qui trouvaient leur courage et leurs inspirations précisément dans le présent état de choses, le choix avec la tendresse et l'enthousiasme d'amoureux. Et jusqu'à un certain point, je me reconnais de cela. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont un bon emploi, quelles qu'en soient leurs conditions, et ils savent s'ils ont un bon emploi ou non, mais principalement à la masse de mécontents qui vont, se plaignant avec indolence de la dureté de leur sort ou des temps, quand ils pourraient les améliorer. Il en est qui se plaignent de tout de la façon la plus énergique et la plus inconsolable, parce qu'ils font, comme ils disent, leur devoir. J'en ai vu aussi cette classe opulente en apparence, mais de toute la plus terriblement appauvrie, qui a accumulé la scorie,
et ne sait comment s'en servir ou s'en débarrasser, ayant ainsi de ses mains forgé ses propres chaînes d'or ou d'argent. Attendu qu'il s'agisse d'une affaire où s'engager sans le capital usuel, il peut n'être pas facile d'imaginer où ces moyens, qui seront toujours indispensables à pareille entreprise, se devaient trouver. En ce qui concerne le vêtement, pour en venir tout de suite au côté pratique de la question, peut-être, en nous le procurant, sommes-nous guidés plus souvent par l'amour de la nouveauté et certains soucis de l'opinion des hommes que par une véritable utilité. Que celui qui a du travail à faire se rappelle que l'objet du vêtement est, en premier lieu, de retenir la chaleur vitale, et en second lieu, étant donné cet état-ci de société, de couvrir la nudité, sur quoi il évaluera ce qu'il peut accomplir de travail nécessaire ou important sans ajouter à sa garde-robe. Chaque jour, nos vêtements s'assimilent davantage à nous-mêmes, recevant l'empreinte du caractère de qui les porte, au point que nous hésitons à les mettre au rencard, sans tel délai, tels remèdes médicaux, et autres solennités de ce genre, tout comme nos corps. Jamais homme ne baissa dans mon estime pour porter une pièce dans ses vêtements. Encore, suis-je sûr qu'en général, on s'inquiète plus d'avoir des vêtements à la mode, ou tout au moins bien faits et sans pièces, que d'avoir une conscience solide. Alors que l'accro ne fut-il pas raccommodé, le pire des vices ainsi dévoilés n'est-il peut-être que l'imprévoyance. Le goût puéril et barbare qu'hommes et femmes manifestent pour les nouveaux modèles faits à Dieu sait combien d'entre eux secouaient le kaléidoscope et louchaient dedans afin d'y découvrir la figure particulière qui réclame aujourd'hui cette génération. Les fabricants ont appris que ce goût est purement capricieux. Pour ce qui est d'un couvert, je ne nie pas que ce ne soit aujourd'hui une nécessité de vie, bien qu'on ait l'exemple d'hommes qui s'en soient passés durant de longues périodes en des contrées plus froides que celle-ci. Samuel Leng déclare que, je cite, « Le lapon sous ses vêtements de peau et dans un sac de peau qu'il se passe par-dessus la tête et les épaules, dormira toutes les nuits qu'on voudra sur la neige, par un degré de froid auquel ne résisterait la vie de quiconque à ce froid exposé sous n'importe quel costume de laine. » Fin de citation. Il les avait vus dormir de la sorte. Encore, ajoute-t-il, je cite, « Ils ne sont pas plus endurcis que d'autres. » Fin de citation. Mais probablement, l'homme n'était pas depuis longtemps sur la terre qu'il avait déjà découvert la commodité qu'offre une maison, le bien-être domestique, locution qui peut à l'origine avoir signifié les satisfactions de la maison plus que celles de la famille, toutes partielles et accidentelles qu'elles doivent être sous le climat où la maison s'associe dans nos pensées, surtout à l'hiver et à la saison des pluies, et les 2/3 de l'année, sauf pour servir de parasol, n'est nullement nécessaire. Sous notre climat, en été, ce fut tout d'abord presque uniquement un abri pour la nuit. Dans les gazettes indiennes, un wigwam était le symbole d'une journée de marche, et une rangée de ces wigwams gravées ou peintes sur l'écorce d'un arbre signifiait que tant de fois on avait campé. L'homme n'a pas été fait si fortement charpenté, ni si robuste pour qu'il lui faille chercher à rétrécir son univers et entourer de murs un espace à sa taille. Il fut tout d'abord nu et au grand air, mais malgré le charme qu'il y pouvait trouver en temps calme et chaud, dans le jour, peut-être la saison pluvieuse en hiver, sans parler du soleil torride, eussent-ils détruit son espèce en germe s'il ne se fut hâté d'endosser le couvert d'une maison. Adam et Ève, suivant la fable, revêtirent le berceau de feuillage avant autres vêtements. Il fallut à l'homme au foyer un lieu de chaleur ou de bien-être, d'abord de chaleur physique, puis la chaleur des affections. À l'état sauvage, toute famille possède un abri valant les meilleurs, et suffisant pour ses besoins primitifs et les plus simples. Mais je ne crois pas exagérer en disant que si les oiseaux du ciel ont leur nid, les renards leur tanière et les sauvages leurs wigwams, il n'est pas dans la société civile moderne plus de la moitié des familles qui possèdent un abri. Dans les grandes villes et les cités, où prévaut spécialement la civilisation, le nombre de ceux qui possèdent un abri n'est que l'infime minorité. Le reste paie pour ce vêtement le plus extérieur de tous, devenu indispensable été comme hiver, et un tribut annuel qui suffirait à l'achat d'un village entier de wigwams indiens, mais qui pour l'instant contribue au maintien de sa pauvreté sa vie durant. Je ne veux pas insister ici sur le désavantage de la location comparée à la possession, mais il est évident que si le sauvage possède en propre son abri, c'est à cause du peu qu'il coûte, tandis que si l'homme civilisé loue en général le sien, c'est parce qu'il n'a pas le moyen de le posséder,
plus qu'il ne finit à la longue pour avoir davantage le moyen de le louer. Mais, répond-on, il suffit aux civilisés pauvres de payer cette taxe pour s'assurer une demeure qui est un palais comparé à celle d'un sauvage. Une redevance annuelle de 25 à 100 $, tels sont les prix du pays, lui donne droit aux avantages des progrès réalisés par les siècles: appartements spacieux, peinture et papier frais, cheminée Rumford, enduit de plâtre, jalousie, pompe en cuivre, serrure à ressort, l'avantage d'une cave et mainte autre chose. Mais comment se fait-il que celui qui passe pour jouir de tout cela soit si communément un civilisé pauvre, alors que le sauvage qui ne possède pas soit riche comme un sauvage? Si l'on affirme que la civilisation est un progrès réel dans la condition de l'homme, et je crois qu'elle l'est, mais que les sages seulement utilisent leur avantage, il faut montrer qu'elle a produit de meilleures habitations sans les rendre plus coûteuses. Or, le coût d'une chose est le montant de ce que j'appellerais la vie, requise en échange immédiatement ou à la longue. Une maison moyenne dans ce voisinage coûte peut-être 800 $, et pour amasser cette somme, il faudra de 10 à 15 années de vie de travailleur, même s'il n'est pas chargé de famille. En estimant la valeur pécuniaire du travail de chaque homme à 1 $ par jour, car si certains reçoivent plus, d'autres reçoivent moins. De sorte qu'en général, il lui aura fallu passer plus de la moitié de sa vie avant d'avoir gagné son wigwam. Le supposons-nous, au lieu de cela, payer un loyer, que c'est tout simplement le choix douteux entre deux mots. Le sauvage eût-il été sage d'échanger son wigwam contre un palais à de telles conditions? Il va sans dire que la majorité finit par être à même soit de posséder, soit de louer la maison moderne avec tous ses perfectionnements. Dans le temps qu'elle a passé à perfectionner nos maisons, la civilisation n'a pas perfectionné de même les hommes appelés à les habiter. Elle a créé des palais, mais il était plus malaisé de créer des gentilshommes et des rois. Et si le but poursuivi par l'homme civilisé n'est pas le plus respectable que celui du sauvage, si cet homme emploie la plus grande partie de sa vie à se procurer uniquement un nécessaire et un bien-être grossier, pourquoi aurait-il une meilleure habitation que l'autre? Mais quel est le sort de la pauvre minorité? Peut-être reconnaîtra-t-on que, juste en la mesure où les uns se sont trouvés au point de vue des conditions extérieures placées au-dessus du sauvage, les autres sont trouvés dégradés au-dessous de lui. Le luxe d'une classe se voit contrebalancé par l'indigence d'une autre. D'un côté le palais, et de l'autre les hôpitaux et les pauvres honteux. Les myriades qui bâtirent les pyramides, destinées à devenir les tombes des pharaons, étaient nourries d'ail et sans doute n'étaient pas elles-mêmes décemment enterrées. Le maçon qui met la dernière main à la corniche du palais retourne le soir peut-être à une hutte qui ne vaut pas un wigwam. C'est une erreur de supposer que, dans un pays où existent les témoignages usuels de la civilisation, la condition d'une très large part des habitants ne peut être aussi avilie que celle des sauvages. Je parle des pauvres avilis, non pas pour le moment des riches avilis. Pour l'apprendre, nul besoin de regarder plus loin que les cabanes qui partout bordent nos voies de chemin de fer, ce dernier progrès de la civilisation, où je vois en mes tournées quotidiennes des êtres humains vivre dans des porcheries, et tout l'hiver la porte ouverte pour y voir, sans la moindre provision de bois apparente, souvent imaginable, où les formes des jeunes comme des vieux sont à jamais ratatinées par la longue habitude de trembler de froid et de misère, où le développement de tous leurs membres et facultés se trouve arrêté. Il est certainement bon de regarder cette classe grâce au labeur de laquelle s'accomplissent les travaux qui distinguent cette génération. Elle est aussi, à un plus ou moins haut degré, la condition des ouvriers de tout ordre en Angleterre, le grand workhouse. Workhouse qui signifie maison de travail dans le sens maison de travail a le sens également de pénitencier. Donc le grand workhouse du monde. Encore pourrais-je vous renvoyer à l'Irlande, que la carte présente comme une de ces places blanches et éclairées, mettait en contraste la condition physique de l'Irlandais avec celle de l'Indien de l'Amérique du Nord, ou de l'insulaire de la mer du Sud, ou de toute autre race sauvage, avant qu'elle ne soit dégradée au contact de l'homme civilisé. Cependant, je n'ai aucun doute que ceux qui gouvernent ce peuple ne soient doués d'autant de sagesse que la moyenne des gouvernants civilisés. Sa condition prouve simplement le degré de malpropreté compatible avec la civilisation. Guère n'est besoin de faire allusion maintenant aux travailleurs de nos États du Sud, qui produisent les objets principaux d'exportation de ce pays et ne sont eux-mêmes qu'un produit marchand du Sud.
Je m'en tiendrai à ceux qui passent pour être dans des conditions ordinaires. On dirait qu'en général les hommes n'ont jamais réfléchi à ce que c'est qu'une maison, et sont réellement, quoique inutilement pauvres toute leur vie, parce qu'ils croient devoir mener là même que leurs voisins. Comme s'il fallait porter n'importe quelle sorte d'habit, que peut vous couper le tailleur, ou, en quittant progressivement le chapeau de feuilles de palmier ou la casquette de marmotte, se plaindre de la durée des temps, parce que vos moyens ne vous permettent pas de vous acheter une couronne. Il est possible d'inventer une maison encore plus commode et plus luxueuse que celle que nous avons, laquelle, cependant, tout le monde admettra, comme ne saurait suffire à payer. Travaillons-nous toujours à nous procurer davantage, et non parfois à nous contenter de moins? Le respectable bourgeois enseignera-t-il aussi gravement, de préceptes et d'exemples, la nécessité pour le jeune homme de se pourvoir, avant de mourir, d'un certain nombre de caoutchouc superflus, et de parapluies, et de vaines chambres d'amis pour de vains amis? La simplicité et la nudité même de la vie de l'homme aux âges primitifs impliquent au moins cet avantage, qu'elle le laisse n'être qu'un passant dans la nature. Une fois rétabli par la nourriture et le sommeil qui contemplait de nouveau son voyage, il demeurait, si l'on peut dire, sous la tente ici-bas et passait le temps à suivre les vallées, à traverser les plaines ou à grimper au sommet des monts. Mais voici les hommes devenus des outils de leurs outils. L'homme qui en toute indépendance cueillait les fruits lorsqu'il avait faim est devenu un fermier, et celui qui, debout sous un arbre en faisant son abri, un maître de maison. Nous ne comptons plus aujourd'hui pour une nuit, mais nous étant fixés sur la terre, avons oublié le ciel. Nous avons adopté le christianisme simplement comme une méthode perfectionnée d'agriculture. Nous avons bâti pour ce monde-ci une résidence de famille, et pour le prochain une tombe de famille. Les meilleures œuvres d'art sont l'expression de la lutte que soutient l'homme pour s'affranchir de cet état, mais tout l'effet de notre art est de rendre confortable cette basse condition-ci et de nous faire oublier cette plus haute condition-là. Il n'y a véritablement pas place en ce village pour l'érection d'une œuvre des beaux-arts. Il nous en était venu la moindre, car s'il nous en était venu la moindre, car nos existences, nos maisons, nos rues, ne lui fournissent plus piédestal convenable. Avant de pouvoir orner nos maisons de beaux objets, il faut en mettre à nu les murs, comme il faut mettre à nu nos existences, puis poser pour fondement une belle conduite de maison et une belle conduite de vie. Or, c'est surtout en plein air, où il n'est maison ni maître de maison, que se cultive le goût du beau. En ce parti adopté par nos ancêtres, il y avait tout au moins un semblant de prudence, comme si leur principe était de satisfaire d'abord aux plus urgents besoins. Mais est-ce aux plus urgents besoins que l'on faisait aujourd'hui? Si je songe à acquérir pour moi-même quelques-unes de nos luxueuses habitations, je m'en vois détourner, car, pour ainsi parler, le pays n'est pas encore adapté à l'humaine culture, et nous sommes encore forcés de couper notre pain spirituel en tranches beaucoup plus minces que ne faisaient nos ancêtres leur pain de froment. Non point que tout ornement architectural soit à négliger, même dans les périodes les plus primitives, mais que nos maisons commencent à se garnir de beauté, là où elles se trouvent en contact avec nos existences, comme l'habitacle du coquillage, sans être étouffées dessous. Hélas, j'ai pénétré dans une ou deux d'entre elles, et c'est de quoi elles sont garnies. Bien que nous ne soyons pas dégénérés au point de ne pouvoir à la rigueur vivre aujourd'hui dans une grotte ou dans un wigwam, sinon porter des peaux de bêtes, il est mieux certainement d'accepter les avantages, si chèrement payés soient-ils, qu'offrent l'invention et l'industrie du genre humain. En tel pays que celui-ci, planches et bardeaux, chaux et briques sont meilleurs marchés et plus faciles à trouver que les grottes convenables, ou des troncs entiers, ou de l'écorce en quantité suffisante, ou même de l'argile bien trempée, ou des pierres plates. Je parle de tout cela en connaissance de cause, attendu que je m'y suis initié de façon à la fois théorique et pratique. Avec un peu plus d'entendement, nous pourrions employer ces matières premières à devenir plus riches que les plus riches d'aujourd'hui, et à faire de notre civilisation une grâce du ciel. L'homme civilisé n'est autre qu'un sauvage de plus d'expérience et de plus de sagesse. En un mot, je suis convaincu, et par la foi et par l'expérience, que s'entretenir ici-bas n'est point une peine, mais un passe-temps,
Si nous voulons vivre avec simplicité et sagesse, de même que les occupations des nations plus simples sont encore les sports que celles qui sont les plus artificielles. Il n'est pas nécessaire pour l'homme de gagner sa vie à la sueur de son front, si toutefois il ne transpire plus aisément que je ne fais. Certain jeune homme de ma connaissance, qui a hérité de quelques acres de terre, m'a confié que selon lui il vivrait comme je fis, s'il en avait les moyens. Je ne voudrais à aucun prix voir quiconque adopter ma façon de vivre, car outre que je peux en avoir trouvé moi-même une autre avant qu'il ait pour de bon appris celle-ci, je désire qu'il ne se puisse être par le monde autant de gens différents que possible. Mais ce que je voudrais voir, c'est chacun attentif à découvrir et à suivre sa propre voie, et non pas à la place celle de son père, ou celle de sa mère, ou celle de son voisin. Que le jeune homme bâtisse, plante ou navigue, mais qu'on ne l'empêche pas de faire ce que, me dit-il, il aimerait faire. C'est seulement grâce à un point mathématique que nous sommes sages, de même que le marin ou l'esclave en fuite ne quitte pas du regard l'étoile polaire. Mais c'est, cela, une direction suffisante pour toute notre vie. Nous pouvons ne pas arriver à notre port dans un délai appréciable, mais ce que nous voudrions, c'est ne pas nous écarter de la bonne route. Voilà, nous avons fini donc le premier chapitre du Taureau de la simplicité. Désolé, hein, je ne suis pas un lecteur aguerri, donc vous avez vu que j'ai un problème de rythme parfois sur certaines tournures, certains mots. C'est très intéressant. On sent beaucoup de sagesse, de prise de recul, même sur ses propres choix. Et donc je ne veux pas dresser de quelconque conclusion par rapport à ça. Je vous propose de vous donner rendez-vous dans la vidéo suivante, où on lira donc la suite, où je vécus, et ce pourquoi je vécus. Et ainsi de suite, comme ça on aura fini le petit bouquin qui fait quoi? Qui fait 100 pages, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt pour de nouveaux vlogs, des jeux de société ou de la musique. Salut!